Merci à toutes et à tous d'être présents avec nous aujourd'hui. Petit point logistique, on est ensemble jusqu'à 12h30. Vous avez dans l'onglet Teams, normalement, que vous avez en haut la possibilité de questions. Donc, il y a un petit onglet questions-réponses. N'hésitez pas à poser des questions si vous le souhaitez. On y répondra, on les prendra à la fin si on peut. En tout cas, si Heidi n'y a pas répondu pendant son intervention. Donc on est là aujourd'hui pour cette masterclass sur le sujet Sauver nos glaciers, une course contre la fonte. Vous avez vu un peu l'effort marketing trouvé sur le titre. Donc, journée un peu spéciale aujourd'hui, puisque pour ceux qui ne savent pas, c'est la journée mondiale de la Terre. Voilà. Et donc, on veut profiter de cette journée pour sensibiliser, ou en tout cas, refaire un peu de pédagogie sur les enjeux liés au réchauffement climatique, et notamment faire le lien avec les glaciers. Et donc, on a décidé de mettre autour de la table des experts du sujet, avec qui on a la chance, Civitime, de collaborer depuis quelques mois maintenant. On vous en parlera un peu plus, notamment dans la conception des modules qu'on a fait, puisque donc on va être autour de la table avec Alexandra de Bella Ciao et Heidi Sevestre, que je ne présente plus, mais que je vais quand même laisser se présenter. Voilà, une petite introduction. Ensuite, on va laisser un temps de parole assez important à Heidi, puisque c'est l'objectif de cette intervention. Puis on vous présentera ensuite la collaboration qu'on a réalisée tous les trois et les modules pédagogiques qu'on a réalisés tous les trois. J'en dis pas plus. Alexandra, je te laisse nous dire 2 mots sur toi. Tu le feras sûrement mieux que moi. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je suis Alexandra Lavarello, je suis la dirigeante et fondatrice de l'agence Bella Ciao. Je suis passionnée par les enjeux environnementaux et sociétaux de notre humanité et c'est pour cela que j'ai créé Bella Ciao en 2019 pour valoriser les hommes et les femmes qui font bouger les lignes avec une com fiable, durable et responsable. Donc, on est vraiment une agence de communication qui est différente puisqu'on donne la priorité au sens, au contenu et à l'impact. Donc, il est évident que c'est pas chez nous que sortira le fameux pack presse avec des produits à l'intérieur d'un bloc de glace envoyé aux influenceurs ou influenceuses. Ref à une actu qui est sortie hier. Mais voilà, c'est clairement pas le genre de choses que l'on propose à nos clients. La priorité, c'est l'impact, le sens, tant sur le fond que sur la forme. Et c'est pour cela que nous avons des personnalités inspirantes qui interviennent auprès de nos clients, donc des entreprises, des institutionnels ou des associations, telles qu'Heidi, avec qui nous travaillons depuis le début, pour donner le sens et expliquer et vulgariser les enjeux environnementaux et sociétaux auprès des différentes cibles. Et par ce biais-là, nous accompagnons en termes de communication toutes les valorisations possibles par les leviers qui sont les nôtres, les supports digitaux, mais pas que, pour pouvoir faire durer la pédagogie et la compréhension et accompagner les stratégies de décarbonation, etc. Mais j'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Voilà. Et je laisse la parole à Heidi pour se présenter. Ouais, merci beaucoup Anthony et ravie de vous retrouver tous les deux avec Alexandra et ravie de voir autant de monde sur cette masterclass. Franchement, ça fait ultra plaisir. Je reconnais plein de noms là, je regarde dans les participants et plein de nouveaux noms aussi. Donc voilà, je m'appelle Heidi Sevestre, je suis glaciologue. Mon métier, c'est de passer pas mal de temps dans des régions très froides pour comprendre comment le changement climatique est en train de les impacter, mais surtout comment le fait que les glaces sont en train de changer nous impacte nous, les sociétés humaines, tout simplement. Et c'est vrai que j'ai assez vite réalisé dans ma carrière de scientifique, de glaciologue, qu'on n'allait pas y arriver tout seul, nous, les glaciologues, pour transmettre ces messages, pour sensibiliser, pour non seulement toucher la tête et toucher le cœur, on avait besoin d'alliés. Et c'est pour ça, depuis un bon petit paquet d'années maintenant, j'ai la chance de travailler avec Bella Ciao et plus récemment, la chance aussi de pouvoir m'associer à Civitime pour trouver des nouvelles façons, en fait, de toucher, de sensibiliser. Et très clairement, vous le savez aujourd'hui, c'est pas enfoncer une porte ouverte que de dire que l'importance de la sensibilisation, elle est totale. Aujourd'hui, c'est vrai que la science est menacée de toutes parts et on a vraiment besoin, en fait, d'expliquer, de rappeler tout simplement
ce que ça pourrait être qu'une planète sans science. On aurait vraiment du mal à comprendre ce qui se passe, on aurait vraiment du mal à anticiper ces changements. Et donc, si on veut créer un avenir désirable, un avenir plus heureux, eh ben, on a encore besoin de la science aujourd'hui. Et nous, encore une fois, on a besoin d'utiliser tous les outils à notre disposition pour essayer de nous rapprocher de ces glaciers et de ces mondes qui sont extrêmement importants dans notre vie de tous les jours et qui deviendront encore plus dans notre avenir. Donc, on a 1 heure, voilà, pour papoter. Moi, je vais vous faire un petit rappel de là où on en est au niveau scientifique. Mais n'hésitez pas à nous envoyer toutes les questions que vous avez parce qu'on est vraiment à votre disposition pendant 1 heure pour y répondre. Voilà, je vais m'arrêter là et je vous remercie. Merci Heidi. Et pour terminer le tour de table, donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, moi je suis Anthony, je suis le fondateur de Civitime. Et chez Civitime, notre job, c'est justement de rendre plus tangible, plus palpable les enjeux liés au développement durable. Et pour faire ça, on le fait à travers le jeu. En tout cas, on a développé, on a plus de 200 modules aujourd'hui digitaux qui permettent, très interactifs, très gamifiés, pour rendre, on va dire, les enjeux développement durable plus accessibles aux personnes qui souhaitent se sensibiliser dessus. Et donc, on propose ça aux entreprises. On travaille avec des entreprises de toute taille, de tout secteur d'activité. Ça va de la PME au grand groupe du CAC 40. Et on va leur mettre à disposition nos différents modules sur toutes les thématiques de la RSE, donc aussi bien les sujets environnementaux, dont on va parler aujourd'hui, mais aussi tous les sujets sociaux, sociétaux, donc j'entends par là handicap, inclusion, diversité, qualité de vie au travail, santé mentale, qui sont aussi des composantes de la RSE. Donc voilà ce qu'on fait chez Civitime, ça fait plus de 8 ans qu'on existe, et donc on a cette bibliothèque très fournie en multilangue qui permet vraiment à nos clients de sensibiliser sur toutes les thématiques de la RSE. Je vais passer la main à Heidi du coup pour le cœur de cette intervention. Je te laisse partager ton écran, Heidi, et la logistique. La logistique marche parfaitement, c'est parfait. Merci beaucoup, Anthony. Ouais, alors prenons un petit moment ensemble pour faire le point où on en est au niveau du climat. Comme vous le savez, les choses malheureusement évoluent extrêmement rapidement. Il n'y a pas eu une semaine ou un jour, j'ai envie de dire, ces derniers mois, où il n'y a pas eu une nouvelle étude sur le climat, sur les glaciers qui est sortie. Et je pense que c'est bien, en cette journée de la Terre, de se remettre un petit peu les idées en place et de voir où on en est au niveau du changement climatique. Alors, ce qui est assez génial, c'est que cette année, c'est l'année internationale pour la préservation des glaciers. C'est un sujet qui a été porté par le Tadjikistan, qui a beaucoup de glaciers, beaucoup de montagnes, auprès de l'ONU. Ça a été validé à la fin de l'année dernière et enfin, au mois de janvier, on a pu lancer cette année internationale pour la préservation des glaciers. Et les mots sont importants parce que non seulement on veut mettre en lumière le fait que voilà, il y a de la science qui est faite sur ces glaciers, cette science est importante, mais surtout, on veut essayer de parler de possibilités, de solutions qu'on peut mettre en place encore aujourd'hui pour préserver ces écosystèmes dont on a bien besoin. Mais non seulement c'est l'année des glaciers, alors là, je vous le donne en mille, on s'est rendu compte qu'une année des glaciers, ce ne serait pas suffisant parce que vous savez à quel point c'est un vaste sujet. Donc, la France a porté une deuxième motion auprès des Nations Unies, c'est de lancer cette fois-ci une décennie d'action des sciences de la cryosphère. Alors là, j'ai pas trouvé beaucoup d'images parce qu'on n'a pas encore la DA, j'ai envie de dire la direction artistique associée à cette décennie d'action de la cryosphère. Mais cette décennie, donc, elle a vraiment été portée par le gouvernement français, notamment notre ambassadeur des pôles, Olivier Poivre d'Arvor. Et cette décennie, en fait, elle va être lancée au mois de juin, le 8 juin cette année. Vous savez peut-être qu'en France, on va avoir un rendez-vous extraordinaire à Nice tout début juin, pendant les 15 premiers jours. Ça va s'appeler la conférence de l'ONU sur les océans. Et j'ai la chance, avec Mathieu Tordeur et la Fondation Albédo pour la cryosphère, de m'occuper du pavillon de la cryosphère qui aura lieu à Nice. Et donc, au pavillon de la cryosphère, qui sera ouvert à tout le monde gratuitement, on va lancer officiellement cette décennie d'action pour les sciences de la cryosphère. Alors, franchement, la phrase est compliquée, mais dites-vous juste que pendant les 10 prochaines années, on va avoir, on l'espère, on va œuvrer pour un vrai momentum politique pour sensibiliser, pour aider la science, pour vraiment trouver des solutions pour préserver ces glaces partout sur Terre. Donc, pour résumer, c'est le moment ou jamais pour continuer à éduquer, sensibiliser et se rassembler autour de ce sujet qui vraiment pour moi est un sujet, vraiment le sujet le plus visuel, le sujet des glaces, c'est un sujet qui peut vraiment
catalyser l'action. Donc, avec Alexandra, avec Anthony et Alban, vous savez, on a l'habitude de voyager. Et donc, je vous emmène, comme d'habitude, dans l'Arctique, parce que c'est une région dont je reviens tout juste. Là, je viens de rentrer en France. Et l'Arctique, donc, c'est une région qui me tient énormément à cœur. Déjà, parce que c'est vraiment un des piliers de notre climat. Hein, l'Arctique, j'aime beaucoup montrer cette carte qui est vraiment la planète vue depuis le pôle Nord. Là, on regarde en bas et ce qu'on voit, c'est vraiment cet océan glacial arctique. Et cette région, elle est vraiment très, très importante parce qu'elle permet de stabiliser le climat global, mais aussi c'est une région qui réagit très, très vite au changement climatique. Donc, c'est pas juste une région qui passivement va réagir au changement climatique, c'est une région qui peut complètement changer la donne parce que c'est vraiment un des drivers, quelque chose qui va conduire, qui va catalyser le changement climatique. Alors moi, là où je passe beaucoup de temps, c'est sur ce petit archipel qui s'appelle l'archipel du Svalbard ou du Spitzberg. C'est un archipel qui est vraiment merveilleux parce que il est déjà placé au beau milieu de cet océan glacial arctique, mais comme vous pouvez le voir, il est en contact avec cette banquise, vous voyez, cette grande tache blanche qui recouvre là une partie de l'océan glacial arctique. Ce Svalbard, voilà, il est vraiment pile à la croisée des chemins, là où en quelque sorte tout se passe entre l'océan, la banquise et l'atmosphère. C'est vraiment la croisée des chemins parce que c'est vraiment là où on peut prendre le pouls de ce qui se passe au niveau de ces différents écosystèmes. Et ce qui est génial en fait au Svalbard, pourquoi c'est un peu the place to be quand on est glaciologue, parce que en fait la moitié du territoire est recouvert de glaciers. Donc c'est quand même assez formidable. On a un petit peu plus de 2000 glaciers sur ce petit archipel qui est très très montagneux comme vous pouvez le voir sur cette image satellite. Et donc c'est pour nous un des meilleurs laboratoires sur Terre pour comprendre ce qui se passe au niveau de nos glaciers. On a des glaciers de toute taille, on a des glaciers de tout comportement, on a des glaciers qui sont plus ou moins accessibles, plus ou moins dangereux à étudier, mais aussi on est au beau milieu de cet océan et encore une fois, on peut vraiment mesurer les interactions entre ces différents écosystèmes. Et là-bas, donc il y a une petite ville, un petit village qui s'appelle Longyearbyen. C'est là où j'habite une partie de l'année. C'est là aussi où je travaille. On a une université. Donc ici au Svalbard, là au Svalbard, tout est le plus au nord de la planète. Donc on a l'université la plus au nord de la planète. C'est assez génial. Et ce qui est assez fou, c'est qu'on a vraiment l'année, les saisons qui sont rythmées par la nature, évidemment, mais aussi rythmées par le soleil. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'entre début novembre et début février, il fait nuit 24 heures sur 24 au Svalbard. C'est ce que reflète cette image. C'est assez difficile pour le rythme du sommeil. On n'a pas beaucoup de vitamine D à ce moment-là, mais parfois on peut avoir des ciels extraordinaires. Ce que vous voyez sur cette image, avec des ciels étoilés de dingue, parfois des aurores boréales. Et là, on vient tout juste d'attaquer une période qui est tout aussi magique, qui s'appelle la période du soleil de minuit. Donc là, jusqu'à la fin août, le soleil ne va pas repasser sous l'horizon. Donc, il va faire jour 24 heures sur 24. Et ça, c'est quelque chose de super important à comprendre parce que ça veut dire qu'il y a, en fait, énormément de soleil qui va baigner cette région de l'Arctique. Et qui dit soleil, on doit se dire, mais ça va amener énormément de chaleur. Mais en fait, l'Arctique a un petit mécanisme de faire en sorte de ne pas garder cette chaleur du soleil, de faire en sorte de la rebasculer en direction de l'espace. Mais alors, pourquoi est-ce que je vous parle de l'Arctique aujourd'hui ? C'est parce que malheureusement, l'Arctique et en particulier cet archipel du Svalbard, c'est devenu aujourd'hui une des régions qui se réchauffe la plus vite sur Terre. Et là, je vous montre une animation qui vient tout juste de sortir, qui est sortie il y a quelques jours à peine par l'Organisation mondiale de la météorologie, l'OMM, qui nous montre en fait comment différentes latitudes sur Terre réagissent au changement climatique. Et franchement, c'est une visualisation de dingue. Pour moi, c'est le meilleur moyen de montrer que le changement climatique, il n'est pas uniforme, mais que certaines régions, notamment regardez au nord, regardez ce qui se passe dans l'Arctique, réagissent beaucoup, beaucoup plus vite que d'autres régions sur Terre. Donc aujourd'hui, cet Arctique, cette région où il y a, mais alors quasiment, très peu de pollution, pratiquement pas d'industrie, c'est une région qui est en train d'exploser en termes de record de température. Alors comment est-ce qu'on explique ça ? Tout simplement, regardons ce qui se passe au niveau des glaces, comme toujours. Alors, je vous ai retrouvé une petite animation là aussi. Alors, je suis désolée, la qualité
qualité est pas dingue, mais c'est l'animation la plus up-to-date, on va dire, la plus récente, la plus mise à jour par rapport à ce qui se passe au niveau de la banquise. Je vous dis que la banquise, c'était important. Bah oui, parce que quand on regarde cette petite animation, on voit que c'est une couche blanche, donc une surface très claire, qui recouvre un océan. Je peux vous dire, je me suis baignée suffisamment de fois dans cet océan pour vous le dire, un océan qui est très foncé. Et vous savez que la couleur des surfaces sur Terre, c'est super important. Hein, c'est ce qu'on appelle la notion d'albédo. Plus on a des surfaces claires sur Terre, plus ces surfaces claires vont pouvoir renvoyer la chaleur du soleil en direction de l'espace. Donc, on se débarrasse de la chaleur. Ce qui veut dire que cette banquise dans l'Arctique, c'est le meilleur climatiseur de la planète. Et quand il fait le soleil de minuit, en ce moment même dans l'Arctique, c'est super important d'avoir une surface qui va basculer la chaleur du soleil dans l'espace. C'est un climatiseur naturel. Et malheureusement, cette banquise, elle est très, très sensible au changement climatique. Vous voyez ce qui se passe là petit à petit. Vous voyez que, alors elle a un cycle naturel, mais vous voyez que chaque été, elle se réduit de plus en plus. Et aujourd'hui, elle est en contact avec un océan qui se réchauffe, avec la température de l'air qui explose dans l'Arctique aussi. Et en 40 ans, on a perdu 50%, c'est les tout derniers chiffres qui viennent de sortir, 50% de la superficie moyenne de la banquise dans l'Arctique, et on a perdu les 3/4, vous vous rendez compte, de son volume. Donc aujourd'hui, ce climatiseur naturel de la planète, on est vraiment en train de le perdre. Et à la place de cette banquise blanche, à la place de ce climatiseur naturel, on a un océan qui, lui, est de plus en plus exposé au soleil, qui, lui, de plus en plus absorbe cette chaleur du soleil. Et donc, quand vous regardez notre petit archipel du Svalbard, eh ben, on se rend compte que le Svalbard est vraiment en train de perdre ce climatiseur naturel. Et donc, c'est pour ça, aujourd'hui, que l'Arctique se réchauffe beaucoup plus vite qu'ailleurs. Et donc, on a des records de température non-stop au Svalbard, mais là encore, il y a une étude qui vient de sortir. Là, je vous parle vraiment des études qui sont sorties il y a quelques jours à peine. C'est une étude qui est vraiment malheureuse, mais qui nous parle de ce qui s'est passé l'été dernier dans l'Arctique. L'été dernier dans l'Arctique, il a fait très, très chaud, mais je pense qu'on n'avait peut-être pas réalisé quand on était sur place à quel point on était vraiment en train de pulvériser les scores. Voilà les températures du mois d'août enregistrées à l'aéroport du Svalbard. Donc, vous voyez qu'il y a une tendance depuis les années 1900 à une augmentation suivant les décennies. Et voyez ce qui s'est passé en août 2024, à quel point les températures ont véritablement été catapultées, quoi. On a eu des records de température de dingue. Et quand on regarde les images satellites des glaciers, on voit que là, ce que vous avez sur la droite, c'est vraiment les glaciers les plus au nord, les plus à l'est du Svalbard. C'est là où il fait le plus froid de tout l'archipel. Et il restait très, très peu de neige. On voit la neige est très blanche, très, très peu de neige sur ces glaciers. Et en fait, ce qui est complètement dingue, c'est qu'on a réalisé une chose pour la première fois de l'histoire de l'Arctique, pour la première fois de l'histoire évidemment du Svalbard, que lorsqu'une région dépasse, une région polaire dépasse les 10 degrés de température, ça veut dire que cette région sort du climat polaire. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, je vais essayer de me faire bien expliquer parce que c'est un concept qui pour moi aussi est complètement nouveau. Aujourd'hui, si une région comme le Svalbard sort des 10 degrés d'augmentation de température, et là en l'occurrence elle a dépassé les 11 degrés, ça veut dire que le Svalbard, climatiquement parlant, n'était plus dans l'Arctique. Et ça c'est quelque chose de très déstabilisant de réaliser que ces régions-là, géographiquement évidemment, restent dans l'Arctique, mais de façon climatique, climatologique, on ne pouvait plus dire au mois d'août 2024 que le Svalbard était dans l'Arctique. Et donc ça nous montre en fait que ces régions qu'on pensait intouchables, qu'on pensait permanentes, ne le sont plus aujourd'hui. Et ça devrait vraiment être le signal le plus fort pour nous faire réagir. Ah, pardon, c'est pas août 2025, c'est août 2024. Ça devrait vraiment être un signal le plus fort possible pour nous dire qu'il faut réagir. Parce que ce qui se passe dans l'Arctique ne reste pas dans l'Arctique. Aujourd'hui, on sait que si on perd, climatologiquement parlant, l'Arctique, ça va nous infecter, nous, un peu plus au sud, jusqu'en France, jusqu'en Europe, jusqu'aux États-Unis, jusqu'en Asie. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, l'Arctique nous permet de stabiliser les courants océaniques, ce que vous voyez sur la gauche, et nous permet de stabiliser aussi les vents que vous voyez sur la droite. Si malheureusement, et c'est ce qu'on est en train de mesurer aujourd'hui, ces courants océaniques sont en train de changer, ces vents sont en train d'être perturbés, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire chez nous ? Ça veut dire qu'on a véritablement des événements météorologiques extrêmes, de plus en plus fréquents, de plus en plus destructeurs. Et donc aujourd'hui, qu'on le sache ou non, mais notre présent et notre avenir sont directement connectés avec cette région de l'Arctique.
Donc les températures augmentent aujourd'hui, vous l'avez bien compris, encore plus vite dans l'Arctique que le reste du monde, mais nous ne sommes pas en reste. Aujourd'hui, je vous remonte cette petite animation parce que là, elle est vraiment cruciale aussi à réaliser. C'est pas que juste des bandes de latitude qui sont en train de changer, c'est des régions qui sont en train de réagir différemment au changement climatique. Mais aujourd'hui, en moyenne, partout sur Terre, les températures sont en train d'augmenter, mais pas partout à la même vitesse. Encore faut-il le voir, voilà, quand on se réalise que les terres se réchauffent beaucoup plus vite que l'océan, quand on réalise que l'Europe aujourd'hui est devenue le continent qui se réchauffe le plus vite sur Terre, on comprend que c'est pas juste l'Arctique qui est menacé, c'est vraiment les glaces partout sur Terre. Et en cette année internationale pour la préservation des glaciers de montagne, souvenons-nous à quel point ces glaciers sont importants, à quel point ces glaciers de montagne sont en train de répondre au changement climatique. Et je pense qu'on a tous vu à un moment cette nouvelle qui est sortie dans les journaux, c'était il y a quelques mois à peine, ce couple qui avait célébré son anniversaire de mariage devant le glacier du Rhône, qui est un glacier en Suisse, glacier du Rhône. Donc vous pouvez imaginer à quel point c'est un glacier qui est important parce qu'il nous amène jusqu'en France beaucoup d'eau. Et en 15 ans à peine, voilà à quel point ce glacier du Rhône, il avait réagi au changement climatique. Et c'est là où les glaciers, eux aussi, ont un super pouvoir, c'est qu'ils rendent l'invisible visible. On voit pas à l'œil nu les températures qui augmentent, on voit pas à l'œil nu les concentrations de gaz à effet de serre qui augmente, mais un glacier qui recule, là, ça parle à tout le monde. Et c'est fou de voir que la photo, ici, elle a été prise exactement au même endroit. Et il y a une étude qui est sortie qui nous montre à quel point ces glaciers, ils ont changé partout sur Terre. Alors, ça représente ces régions de montagne, ces régions de glaciers par des petits camemberts. Et dans ce petit camembert, la tranche qui est en rouge, c'est la quantité de glace qui a été perdue par ces glaciers depuis les années 2000. Là, on ne monte pas à beaucoup de temps, simplement depuis les années 2000. Alors, vous allez vous dire, oui, les camemberts, ils n'ont pas l'air grands partout. Mais si vous regardez bien, l'Europe, donc les glaciers d'Europe, c'est-à-dire les glaciers des Pyrénées, les glaciers des Alpes, malheureusement, c'est devenu la région sur Terre où, relatif au volume de glace qui nous reste, c'est là où on a eu la plus grande perte de volume de nos glaciers. Depuis les années 2000, les glaciers, depuis 2000, ont perdu plus de 38% de leur volume. Donc aujourd'hui, oui, c'est une course contre la fonte. C'est vrai que ce titre que je n'avais pas trouvé, que l'équipe de Civitime a trouvé, était très fort, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment une course pour essayer de préserver le plus de ces glaciers possible, parce que ces glaciers, on en a encore bien besoin. Aujourd'hui, il y a pratiquement 2 milliards de personnes sur Terre qui vont encore utiliser l'eau qui vient de la fonte des glaces, l'eau qui vient de la fonte de la neige. Et cette eau, elle va être utilisée pour tout un tas de trucs dans notre vie de tous les jours. Moi ici, là, je suis pas très loin de Chamonix. On utilise encore l'eau des glaciers pour la turbiner et pour produire de l'hydroélectricité. Cette eau, par exemple, l'eau qui vient de notre fleuve du Rhône, elle est utilisée énormément encore aujourd'hui pour l'industrie, pour l'agriculture, à moindre mesure pour aussi refroidir des centrales nucléaires pendant l'été. Cette eau qui vient de la neige, qui vient des glaciers pendant l'été, c'est là où on a beaucoup d'eau qui vient de ces montagnes. Elle va nous permettre de maintenir le débit des fleuves pendant l'été. Et on sait à quel point, quand on est en période de canicule, en période de sécheresse, on a vraiment besoin de cette eau qui vient de nos montagnes. Mais aujourd'hui, il faut vraiment qu'on réalise qu'il n'est pas trop tard pour ces glaciers. Alors oui, on n'est pas du tout en train de prendre la direction, ça c'est clair, je pense qu'il ne faut pas du tout mâcher nos mots, mais si on arrive aujourd'hui à faire attention à nos écosystèmes, si on arrive à décarboner nos économies, on peut encore sauver une grande partie de nos glaciers sur Terre. Et très clairement, chaque glacier compte, chaque tonne de CO2 que l'on n'émet pas compte, chaque dixième de degré qu'on évite de créer, d'augmenter dans notre atmosphère est importante aujourd'hui. Donc quel avenir est-ce qu'on va pouvoir créer ensemble? Parce que ça, c'est la question qu'on me pose au quotidien. En fait, vers quoi on se dirige aujourd'hui? Regardons ça ensemble. Regardons quel scénario climatique est-ce qu'on pourrait avoir dans les années et dans les décennies qui arrivent. Et ça, c'est un nouveau graphe que j'aime beaucoup montrer, qui nous montre à quoi pourrait ressembler notre avenir à toutes et à tous. Et surtout, ce que j'aime avec ce graphe, c'est qu'il met en perspective cette idée de génération. Parce que c'est très important de réaliser qu'aujourd'hui, le climat, il change pas juste d'un siècle à l'autre, il change au sein d'une génération à l'autre, mais parfois au sein même d'une propre
d'autres générations. Donc, comment ça se passe? C'est un graphe qui a été émis par le dernier rapport du GIEC, ou IPCC en anglais, que vous pourrez retrouver très facilement, et qui utilise, ça je suis sûre que vous l'avez déjà vu, ce fameux code couleur qu'on appelle parfois les climate stripes, les warming stripes, ces bandes de couleurs qui nous montrent comment les températures ont changé par rapport à une baseline, par rapport à aux décennies 1850 à 1900. C'est souvent ce qu'on prend comme référence parce que 1850 à 1900, c'était le début de l'ère industrielle, et ça s'est très vite accéléré à partir de 1850, mais on prend ça comme référence pour montrer depuis l'impact de l'humain sur le climat. Et en fait, ce qui est très fort, c'est que vous retrouvez un peu le code couleur qu'il y avait dans l'animation de la carte mondiale, et ensuite vous voyez l'année 2020 et ensuite différents scénarios possibles, du plus optimiste qui est en bas du graphe. Si là, on arrive à maintenir les températures globales autour de 1,5 degré, ou si on se dirige vers le sommet du graphe, vers un scénario plus pessimiste où là, on n'en a rien à battre, on continue à utiliser des énergies fossiles de plus en plus chaque année, les concentrations de CO2 continuent à augmenter. Et donc, c'est un graphe qui est très parlant. Il n'y a pas besoin d'avoir fait un doctorat pour comprendre que si on suit le scénario le plus haut sur le graphe, le plus pessimiste, d'ici la fin du siècle, ça risque d'être vraiment compliqué. On risquerait d'avoir une augmentation de température qui pourrait dépasser les 4 degrés au niveau global, sachant encore une fois que certaines régions vont répondre un peu plus vite que d'autres. Et ce changement climatique, il ne s'arrêtera pas à 2100, évidemment, il pourra continuer pendant des siècles et pendant des millénaires si on n'arrête pas d'utiliser des énergies fossiles. Mais on a différentes options. Ce qui est chouette quand on regarde ce graphe, c'est qu'on voit que tout n'est pas calé, que ce code couleur, il va dépendre des décisions que l'on prend aujourd'hui. Mais très clairement, aujourd'hui, et réalisons ensemble ce matin que les choses ont déjà commencé à bouger. Alors, si j'avais donné cette présentation il y a 20 ans, c'est clair on continuait à fond à suivre ce scénario le plus pessimiste. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne suit pas le scénario le plus pessimiste. On est plutôt en train de se diriger vers 2,7 à 3,2 degrés d'augmentation de température, ce qui est toujours trop haut. Ça, c'est clair que c'est toujours trop haut. Mais petit à petit, on est en train de se retrouver dans des codes couleurs qui sont un petit peu moins vénères, qui sont un petit peu moins violent. Mais ce qui est génial, c'est que si on suit les scénarios les plus optimistes de diminution des énergies fossiles, de diminution de nos émissions de gaz à effet de serre, ce qui est assez formidable, c'est qu'au bout d'un moment, les températures, elles arrêtent d'augmenter. Et elles arrêtent d'augmenter même au cours de nos vies. C'est ça qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, réalisons que les actions que l'on peut mettre en place aujourd'hui, c'est pas que pour les générations futures, c'est déjà pour nous. Je pense qu'on peut déjà être un petit peu égoïste à ce niveau-là. C'était vraiment crucial de réaliser que si on prend les choses en main, on peut vraiment faire la différence déjà pour nous aujourd'hui. Et donc, regardons la partie basse maintenant de ce diagramme qui nous montre ce qui se passe pour quelqu'un qui serait né dans les années 1950. Ça, c'est la décennie de mes parents. Et pour la décennie de mes parents, peut-être qu'ils ne verront pas tout de suite la différence entre ces différents scénarios. Mais pour moi, qui suis né dans la décennie des années 80, je suis née en 1988, j'espère bien continuer à me balader en montagne. Alors, j'espère que mes genoux me suivront quand j'aurai 70 ans en 2050, mais en 2050, on verra très clairement les différences entre les différents scénarios. Et pour mon petit-neveu, très clairement, Lucas, qui a maintenant 1 an et demi, lui, c'est clair que les différences entre les scénarios, elles sont catégoriques et que pour lui, j'espère aussi qu'on aura permis d'inventer un avenir meilleur, un avenir plus heureux, où on ne se retrouvera pas dans ces couleurs avec des augmentations de température absolument cataclysmiques. Donc aujourd'hui, vraiment, le message que je voulais vous faire passer, c'est que les choses sont embarquées dans le bon sens. Oui, bien sûr qu'on ne va pas assez vite, mais on peut encore faire la différence. Il n'est vraiment pas trop tard pour essayer de continuer à se retrouver dans cette température qui sont quand même moins violentes, de continuer à aider à stabiliser le climat. Mais il y a un outil qui va vraiment nous permettre de le faire, nous permettre de faire cette différence. Et pour ça, je vais l'illustrer avec une citation que j'utilise quotidiennement, une citation qui me touche énormément, qui vient d'un ingénieur sénégalais qui s'appelle Baba Dioum. Allez voir sa fiche Wikipédia, ce mec, il est complètement extraordinaire. Et il a dit cette phrase qui est très forte, il dit « On protège ce que l'on aime ce que l'on comprend et on comprend ce qui nous a été
enseigner. Et c'est clair que si on nous a pas expliqué comment le climat fonctionne, à quoi ça sert ces glaciers, si on nous a pas expliqué qu'aujourd'hui il n'est pas trop tard pour faire la différence, pourquoi est-ce qu'on passerait à l'action? Donc cette sensibilisation, et c'est de quoi on va parler pendant le reste de cette masterclass, cette sensibilisation, cette éducation, elle est vitale aujourd'hui. Il faut qu'on continue à expliquer comment cette science marche. Il faut qu'on continue à expliquer à tout le monde qu'on n'y arrivera pas tout seul. Et il faut qu'on continue à expliquer qu'aujourd'hui, toutes les solutions pour éviter le pire, elles existent déjà, elles sont déjà en place. Et aujourd'hui, ça ne dépend véritablement que de nous tous, avec vraiment un N majuscule, que ce soit les entreprises, que ce soit les gouvernements, que ce soit les citoyens. C'est vraiment à nous tous de nous emparer de ces sujets et de montrer à quel point on veut un avenir plus heureux. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et en tout cas, je me réjouis de prendre toutes vos questions. Merci. Merci beaucoup Heidi. Alors effectivement, sur les questions, on avait demandé en amont du webinaire s'il y avait des personnes qui avaient des questions à poser et on en a récupéré, on a essayé de les centraliser et d'en faire une que vous devez voir ici. Ah, super. Tac, voilà. On a Amélie qui nous posait la question: réussissez-vous à rester optimiste et positive pour le futur de nos enfants et comment faire pour donner envie d'agir sans angoisser les gens? Ouais, c'est une super question. Merci beaucoup, Amélie, de l'avoir envoyée. Je pense que c'est une question qu'on se pose toutes et toutes. Je pense qu'il faut être aussi très transparente avec les émotions auxquelles on fait face. Clairement, quand on est glaciologue, on voit le changement climatique de ce qu'il a de plus violent. Mais la chance, je pense, le privilège que j'ai dans ma vie de tous les jours, c'est que je suis pas juste à passer beaucoup de temps sur les glaciers et à faire des rapports et des publications. J'ai la chance vraiment au quotidien, aux côtés de toute l'équipe que vous voyez ici aujourd'hui, d'aller à la rencontre des territoires, d'aller à la rencontre des entreprises et de voir en fait à quel point les choses sont en train de bouger. Parce que clairement, le changement climatique, c'est pas une histoire de ouin-ouin qui font des hugs à des arbres. C'est que tout le monde est touché par cette histoire. C'est que malheureusement, ça va toucher les plus vulnérables, les personnes qui ont peut-être la plus faible capacité de s'adapter, de réagir. Et donc aujourd'hui, ouvrons un peu notre radar à ce qui se passe autour de nous, parce qu'autour de nous, il y a plein de solutions qui existent, il y a plein de personnes qui se bougent et ces personnes-là, elles ont besoin d'autres personnes pour les accompagner, elles ont besoin de suiveuses et de suiveurs. Donc ce que je dirais, c'est qu'aujourd'hui, bien sûr que j'ai des moments de doute, bien sûr que j'ai des moments de tristesse, mais j'ai aussi énormément d'optimisme quand je vois ce qui se passe au niveau de nos entreprises, quand je vois ce qui se passe au niveau de nos territoires. Rien n'est parfait, c'est clair, mais vraiment les choses sont en train d'aller dans la bonne direction parce que je pense qu'on est tous en train de réaliser que le changement climatique et l'érosion de la biodiversité, c'est une menace existentielle aujourd'hui. Et comment est-ce qu'on donne envie? Je pense qu'il faut partager ces solutions, il faut partager en fait quel avenir on a envie de donner à nos territoires, à nos entreprises, à nos familles, et de trouver une chose peut-être qui nous passionne dans ces solutions et d'y aller à fond, quoi. C'est clair qu'on n'a pas tous la même capacité d'agir, on n'a pas tous le même temps d'agir, mais aujourd'hui, trouvons une chose chacun dans notre vie de tous les jours qu'on peut faire pour encore une fois se créer cet avenir, un avenir plus heureux, un avenir en meilleure santé, un avenir qui est plus juste aussi. Et moi, c'est clair que j'ai eu la chance de trouver assez tôt, je pense, le peu de choses sur lesquelles je pouvais agir, c'est vraiment la communication scientifique. Et ça, je peux vous dire que je vais pas lâcher le morceau, je vais continuer à essayer de diffuser ces connaissances à tous et toutes au plus grand nombre et pour le plus longtemps possible. Alexandra, je te laisse compléter cette partie un peu effectivement qui est un peu le cœur en fait de nos sujets et de ce qui fait qu'aujourd'hui on travaille ensemble, Bella Ciao, Heidi et Civitime, sur justement l'éducation et la pédagogie. C'est vraiment on va dire un élément qui nous paraît crucial à ce stade. Mais je te laisse nous en dire plus, Alexandra. Merci Anthony. Oui, en effet, alors comme vous l'a brillamment expliqué Heidi sur les données scientifiques, en tout cas lors de notre rencontre avec Heidi, pour moi c'était évident que cette connaissance, il fallait pas la laisser dans un cercle trop restreint. Et le talent d'Heidi pour vulgariser ces données et ses expertises sur des choses qui nous concernent tous, c'était important de pouvoir les vulgariser et de les donner aux personnes qui sont à même de décider avec de l'impact.
Et donc, c'est comme ça que naturellement, nous avons structuré notre accompagnement auprès des entreprises, auprès des territoires, des institutionnels et des associations qui œuvrent pour, en tout cas, avoir prendre des bonnes décisions, être éclairés et leur donner cette matière scientifique qui est indispensable pour que les décisions qu'ils prennent par la suite soient les plus éclairées possibles. Et donc, voilà, on est convaincu que chaque geste, comme vous l'a dit Heidi, compte, que ce soit les gestes individuels, mais aussi et surtout les gestes collectifs, que ce soit dans des entreprises ou sur des territoires. Et donc, voilà, aujourd'hui, on est à plus de 40 interventions par an pour répondre aussi à l'agenda d'Heidi qui œuvre entre ses expéditions et ses missions scientifiques liées à son métier de glaciologue pour qu'elle soit aussi à la pointe des données qu'elle vient de vous présenter. Et donc, on est avec des interventions qui sont certes ponctuelles, mais qui s'intègrent dans des stratégies de décarbonation, de plan carbone, de territoire. J'ai aussi en tête, je vous ai mis une petite photo de l'intervention que nous avons eue à Caen sur l'agglomération de Caen-la-Mer. Mais quand vous êtes une agglomération, vous avez l'effondrement et l'érosion du trait de côte qui bouleverse des décisions d'aménagement de territoire. Nécessairement, vous ne pouvez pas faire l'autruche. Vous êtes obligé de les intégrer, ces décisions et ces données scientifiques dans vos décisions. Donc, de fait, ça porte énormément de sens. Alors, il y a aujourd'hui des territoires qui sont beaucoup plus concernés parce qu'ils vivent les choses de plein fouet et parce que les hommes et les femmes qui les font vivre sont aussi sensibles et soucieux de ces sujets. Mais les autres territoires, comme vous l'a présenté Heidi, vont forcément être impactés à un moment ou à un autre par les conséquences du réchauffement climatique. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a vraiment donné ce sens tout au long de notre avancée depuis ces dernières années. Et puis, on fait en sorte d'utiliser les leviers de communication, puisque, comme je vous l'ai dit, on est une agence de communication experte sur ces sujets-là. Et donc, on exploite tous les moyens à notre main pour pouvoir donner du sens sur du moyen long terme à ces stratégies de décarbonation de territoire auprès des différentes cibles, qu'elles soient internes ou externes. Et donc, quand j'ai rencontré Anthony, nécessairement, cette solution innovante, elle m'a donné une brique supplémentaire avec un levier innovant et ludique pour pouvoir faire vivre ça auprès de nos différents publics. Et c'est devenu comme une évidence. Et donc, on a travaillé sur ce projet de co-construire ces deux capsules qu'Anthony va vous présenter ensuite, en lien avec l'expertise d'Heidi. Et c'était pour nous, en tout cas du côté Bella Ciao, une brique supplémentaire auprès de nos clients pour pouvoir dire, on va intervenir chez vous, où on est déjà intervenu, mais comment faisons-nous vivre ce fil rouge pédagogique auprès de vos collaborateurs, auprès de vos parties prenantes, pour que leur montée en compétences et en expertise sur ce sujet puisse se faire de manière ludique et de manière différente. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à ces deux superbes capsules que je suis ravie de présenter avec vous aujourd'hui en lien avec Heidi et Anthony. Voilà. Tac. Et j'enchaîne sur justement ces fameuses capsules. En fait, effectivement, l'idée, c'était de se dire comment est-ce qu'on peut rendre l'expertise d'Heidi plus tangible et plus appropriable pour le grand public, en fait. C'est vraiment ça notre enjeu, c'est comment est-ce qu'on peut faire davantage toucher du doigt avec des leviers un peu différents. Et donc, notre approche chez Civitime depuis des années d'utiliser la gamification, finalement, puisque c'est vraiment ça notre expertise, utiliser la gamification pour transmettre ces messages-là. Et donc, on a construit ce module où on va immerger le collaborateur sur un glacier et il va devoir réaliser différentes énigmes. Je ne t'en dis pas plus sur le storytelling, je vais vous montrer après. Et on va surtout l'immerger à travers 3 missions. Une première mission, il va devoir retrouver les différents types de glaces. Une deuxième mission, on va travailler sur les facteurs contribuant à la fonte des glaces. Et enfin, les conséquences sur leur environnement. Donc, on va reprendre en fait dans un épisode, dans une expérience qui va durer entre 5 et 7 minutes pour le collaborateur, les notions clés du réchauffement climatique en lien avec la fonte des glaces. Je vous montre tout de suite à quoi cela ressemble. Hop. Je vais partager mon écran et je ne vais plus vous voir. Donc, si quelqu'un peut me confirmer qu'on voit bien mon écran. Super. Ok, super. Merci, Alice. Donc, effectivement, ce serious game qui va durer entre 5 et 7 minutes, on va immerger le collaborateur, l'apprenant,
au cœur du mystère antarctique. Voilà. Et donc, dans cette aventure, le collaborateur va être immergé dans un storytelling où on va lui expliquer qu'il va découvrir, il va partir à la découverte des régions polaires et plonger au cœur de la fonte des glaces. Je ne vous fais pas tout le storytelling, je vous laisserai le découvrir. Je pense qu'on va vous mettre le lien. On va vous mettre le lien à cet accès de démo dans le chat. Et donc, on va demander au collaborateur de réaliser une mission. Et puis, il va y avoir différentes péripéties. À un moment donné, une tempête de neige qui va se profiler va obliger l'équipe à rechercher un refuge et à dévier de son itinéraire initial. Et c'est à ce moment-là qu'on va commencer à introduire les premiers messages pédagogiques. Donc ici, par exemple, je vais devoir retrouver les différents types de glaces pour valider ce défi, plonger dans les particularités et le rôle des formations glacées que compose notre planète. Ok, super. Et donc, on va varier les mécaniques pédagogiques. Donc là, par exemple, j'ai un premier mot, on pourrait dire que c'est un mot fléché, où je dois recomposer les mots-clés pour retrouver les différents types de glaces présents sur notre planète. Donc, je dois glisser, déposer les lettres, tout simplement. Si j'ai besoin d'un indice, je vais sur aide. Voilà. Donc, ça m'aide quand même pas mal. Donc, je sais que ça commence par un B, la quatrième lettre est un Q. Hop. Donc, bien évidemment, c'est la banquise. Donc, je glisse et je dépose mes lettres. Tac. Tac. Hop, je m'assure que c'est la bonne combinaison, je valide ici, hop, c'est la bonne réponse. Et donc là, j'ai des compléments pédagogiques. On m'explique que la banquise se forme sur l'eau de mer lorsque sa température descend à environ moins 1,8 degrés, gelant l'eau d'abord en fins cristaux de glace qui finissent par s'agglomérer en une épaisse couche de glace sur la surface. Cette glace est essentiellement constituée d'eau douce, car la formation de la glace expulse la majorité du sel, laissant parfois des poches de saumure résiduelles. Je continue mon aventure sur une deuxième partie. Donc là, je dois, pareil, même exercice. Donc, souvent, nos premiers modules, là, sur le premier thème, on va rester sur un mot fléché. Puis ensuite, on va passer sur du quiz, par exemple. Ensuite, on va passer sur du memory. On va devoir jouer sur des paires d'images, etc. Recomposer le mot-clé pour retrouver les différents types de glace. Donc là, je pense qu'on va être sur glacier, pour le coup. Hop. Bon, et vous voyez, il n'y a pas un niveau de difficulté non plus exceptionnel. L'idée, c'est pas de mettre le collaborateur dans une situation où il ne trouve pas la réponse, mais c'est plus de le forcer à réfléchir, en fait. C'est de le forcer à réfléchir plutôt que de lui mettre une vidéo pédagogique qui va être très passif. Là, l'idée, c'est de le mettre vraiment dans une posture proactive et parce qu'on sait que c'est comme ça que les informations rentrent. Enfin, regardez les enfants en primaire, c'est en manipulant de l'information que l'information est retenue. Toujours mon contenu pédagogique. Et pour stimuler un peu plus, alors je ne vais pas vous faire le contenu en entier, et encore une fois, je ne sais pas si on peut le mettre, je vais vous le mettre dans le chat. Et pour créer une émulation au sein des entreprises, ce que l'on propose également, c'est d'associer à ces modules-là des mécaniques de classement. Donc, je peux mettre en place un classement individuel. Donc là, pour l'instant, je suis 57e, j'ai 64 points. Classement individuel, je peux aussi mettre en place du classement par équipe. Si vous voulez créer une émulation, je peux créer une équipe si je veux. Voilà, je peux appeler mon équipe comme je le souhaite. Et vous allez créer un challenge au sein de votre entreprise. L'idée, c'est de favoriser, en fait, donner un peu plus d'excitation encore et d'utiliser tous les leviers de la gamification pour faire en sorte que vos collaborateurs aient envie de réaliser cette aventure et donc, in fine, soient sensibilisés à nos thématiques. Donc, voilà un peu comment fonctionnent nos modules. Je ne vais pas vous le faire encore une fois en entier, ça serait un peu long, mais vous avez compris un peu l'univers et l'idée c'est qu'à chaque fois, bon là, donc, je devais retrouver mon refuge. Une fois que je vais retrouver mon refuge, je vais avoir d'autres péripéties que je vais devoir compléter avec de nouveaux modules pédagogiques. Voilà. Je vous mets le lien tout de suite dans le chat pour ceux qui souhaitent découvrir. Hop, tac, et ça a déjà été fait, c'est parfait. Voilà, super, merci Alban. Et je reprends donc juste ma présentation. Tac.
Donc, comme je vous disais, on a fait 2 modules comme ça, le premier sur la fonte des glaces et le deuxième sur le climat, où là, on est sur une approche un peu différente. On va plonger au cœur des enjeux climatiques à travers toujours 3 épisodes. Donc, la particularité de tous nos contenus, c'est vraiment d'être sur ce qu'on appelle du micro-learning. C'est-à-dire qu'on sait qu'une formation de 3 heures, ou de même, en fait, 3 heures, c'est très compliqué, et que la durée d'attention optimale d'un collaborateur, c'est 7 minutes. Les études en termes de digital learning, en tout cas, montrent que après 7 minutes, on perd l'attention des collaborateurs. Donc, dans ce module sur le climat, on va aider le collaborateur à comprendre les facteurs naturels et humains influençant le climat. On va lui expliquer le fonctionnement de l'effet de serre et son impact et identifier des actions pour limiter ce changement climatique. Donc, on est sur une approche un peu plus globale, pas uniquement sur les glaces, et on va aller jusqu'à la mise en place d'actions, en tout cas, pour réduire ce réchauffement climatique. Voilà, ces fameux modules pédagogiques qu'on a co-construits avec Béat Chiao et Heidi. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas, vous allez sur notre site et vous allez avoir des petits liens pour nous faire des demandes de démo, qu'on puisse vous transmettre ça. Il est 12h18 et je voulais qu'on passe sur une dernière partie, et là, qui est plus un peu on va dire un échange de bonnes pratiques par rapport à nos expertises respectives. En action de sensibilisation, quelles sont vos astuces miracles pour contrer les biais culturels et sociétaux qui empêchent la mise en action? J'imagine que Laura parlait sur cette question, peut-être un peu tous les climato-sceptiques, etc. Dans vos expertises et dans les missions que vous réalisez au quotidien, Heidi, Alexandra, est-ce que vous avez des tips un peu à nous placer pour justement aller au-delà de ces biais culturels et sociétaux? Et je compléterai, moi, avec une partie un peu plus pédagogique qu'on utilise chez Civitime. Oui, bien sûr, je peux peut-être commencer, puis Alexandra aura énormément de belles choses aussi à rajouter, j'en suis sûre. En fait, ce qu'on essaye de faire en termes de sensibilisation, c'est vraiment de co-construire le plus possible ces interventions pour vraiment qu'elles puissent s'insérer dans un plan, dans une stratégie de territoire, dans un plan de décarbonation. Et on vient jamais avec des a priori. On partage des choses fortes. Par exemple, on parle de nos valeurs, on parle de ce qui nous touche, de ce qui nous motive justement à passer à l'action. Et pour nous, ce qui est très important, c'est d'avoir vraiment un dialogue apolitique, un dialogue qui n'est pas du tout là pour juger, mais tout simplement pour partager ses connaissances scientifiques et motiver le passage à l'action. Et je crois, vu le nombre d'interventions qu'on a faites avec Béat Chiao, notamment ces dernières années, qu'on a vraiment touché tous les publics possibles. Et clairement, notre priorité aujourd'hui, c'est de continuer à avancer avec ceux qui bougent, mais aussi d'aller voir des publics qui n'ont jamais l'occasion d'échanger avec des scientifiques, des personnes qui peut-être ne sont pas tout à fait convaincues de ce besoin de transition énergétique, et pour tout un tas de raisons qu'on peut écouter et qui peuvent être valables aussi. Donc pour nous, voilà, sans a priori, sans jugement, c'est vraiment très important, tout simplement, de partager des faits scientifiques et de motiver le passage à l'action. Pourquoi? Parce qu'une fois encore, ce changement climatique, cette érosion de la biodiversité va d'abord toucher les plus vulnérables, va d'abord toucher les personnes qui ont peut-être moins de facilité, moins de capacité à réagir. Et donc, pour nous, oui, ces connaissances scientifiques, elles doivent être accessibles à tout le monde, au plus grand nombre. Et donc, on n'hésite pas à s'associer avec d'autres organisations, des associations, pour nous permettre de toucher des publics qui sont peut-être plus difficile d'accès pour des scientifiques. Donc voilà. Alexandra, tu veux compléter, je suis sûre. Avec plaisir, merci Heidi. Oui, c'est sûr que on peut entendre régulièrement les découragements individuels et ce qui revient, c'est nécessairement la perte de sens. Quand on n'a pas de sens dans notre quotidien sur les choses que l'on réalise, c'est là où le découragement arrive, et quand on augmente la connaissance sur ces sujets-là, il y a une forme d'anxiété qui peut se structurer. Et la meilleure chose que l'on puisse faire pour œuvrer et lutter contre ça, c'est le passage à l'action. Il n'y a pas d'autre solution que ça. Et pour que ce passage à l'action il soit le plus adapté, il faut que le sens soit là. Donc,
le sens dans la vie personnelle, mais le sens dans la vie professionnelle est indispensable. Et donc, voilà, les interventions avec des scientifiques comme Heidi, mais aussi avec cette communication régulière que l'on peut avoir au travers des capsules avec Civitime. Mais ces choses-là, c'est ni plus ni moins que la responsabilité sociétale des entreprises et des organisations, donc RSE ou RSO, qui doivent être valorisées régulièrement dans les outils de communication habituels pour que on ne soit pas uniquement orienté produits, services et qu'on sache comment les choses sont faites, quel sens on y donne et quelle est la responsabilité de la structure et comment le faire avec le plus de transparence possible, que ce soit sur les sujets environnementaux, mais les sujets sociétaux également, pour donner le plus de sens possible. Et pour ça, nécessairement, ça passe par de l'exemplarité à tout niveau, auprès des dirigeants, auprès des cadres supérieurs, des managers, de tous les niveaux de la chaîne de la structure, que ce soit une collectivité ou une entreprise. C'est indispensable pour que le sens perdure, qu'il y ait de l'exemplarité à tout niveau et de la transparence. Et ça, forcément, ce sont des décisions stratégiques qui sont indispensables d'être prises pour être le mieux valorisées, que ce soit le cohérent le plus possible. Quand on est sur de la sincérité, voilà, je parlais de communication fiable, durable, eh bien, il faut que la matière à présenter soit le plus sincère et cohérente possible. Et ensuite, pour ces sujets de l'éco-anxiété, on ne peut pas l'exclure et ne pas l'entendre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les DRH sont sensibilisés et formés, notamment avec la formation au premier secours en santé mentale, qui permet de généraliser le fait d'être sensible à des points d'alerte identifiés chez les collaborateurs. Et c'est pourquoi il faut avoir cette antenne ouverte et disponible pour entendre quand quelqu'un se sent en difficulté au niveau de ses émotions par rapport à ça. Donc, sachez que ce sont des choses qui existent et vous pouvez, en tout cas, alerter ou être vous-même formé pour déceler ces sujets-là. Voilà. Et c'est intéressant ce que tu dis, Alexandra, et ça recoupe beaucoup avec l'approche qu'on a, nous, un peu chez Civitime de ce côté pédagogie. Je voulais vous partager là, ce petit graphe qui est, je trouve, assez parlant pour la manière d'engager des participants, alors notamment des collaborateurs. Là, je vais plutôt parler côté entreprise, lorsque vous êtes responsable RSE, pour engager les collaborateurs sur ces thématiques de la RSE. L'approche qu'on a, nous, en tout cas pour nos clients, c'est une approche en 4 étapes. On dit, OK, premier étage de la fusée, c'est la sensibilisation. Je vous apprends rien, on en parle depuis tout à l'heure. C'est faire prendre conscience des enjeux. C'est la base, mais c'est ce qui permet de donner cette culture commune, ce niveau de connaissance commun à l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Ensuite, l'étape 2, ça va être la phase d'adhésion. C'est-à-dire que la phase d'adhésion, on va expliquer aux collaborateurs ce que l'entreprise met en place au regard des enjeux qu'on a évoqués. Et ça, souvent, cette phase, elle est oubliée des entreprises où on va se contenter de mettre des affiches dans les toilettes en demandant d'éteindre la lumière. Sans expliquer le pourquoi, enfin, c'est-à-dire, OK, en quoi est-ce que éteindre la lumière dans les toilettes, je vais contribuer en tout cas ou à réduire le réchauffement climatique. Et ça, c'est dommage parce que c'est ce pourquoi qui va permettre d'ancrer les changements d'habitude dans la durée, en fait. C'est parce que je sais pourquoi je le fais que ça va perdurer. Et donc, cette phase d'adhésion est souvent oubliée de la part des entreprises et elle est indispensable. C'est-à-dire montrer ce que moi, en tant qu'entreprise, en tant qu'organisation, en tant que dirigeant, comme disait tout à l'heure Alexandra, ce que l'on met en place pour répondre à ces enjeux-là. Et une fois qu'on a fait ça, là, on peut demander aux collaborateurs de s'impliquer. On t'a expliqué les enjeux, on t'a expliqué ce qu'on va mettre en place. Maintenant, voilà ce que toi, dans ton métier, dans ton quotidien, ce que tu peux faire pour contribuer à ce changement qu'on essaye d'opérer à notre échelle, à l'échelle globale. Et enfin, la 4e étape, c'est la phase de valorisation. C'est là de faire de vos collaborateurs des ambassadeurs. Si vous arrivez à faire en sorte que ne serait-ce que 10% de vos collaborateurs soient capables de promouvoir, en tout cas de parler des engagements RSE que prend l'entreprise, d'expliquer pourquoi elle le fait, parce qu'ils auront été bien sensibilisés, là, vous avez tout gagné. À partir du moment où vous arrivez, voilà, ne serait-ce que 10%, 10%, ça suffit, un noyau dur de 10%, ça suffit à faire basculer à long terme toute entreprise. Donc, ces étapes de l'engagement, là, elles sont vraiment indispensables pour nous, pour arriver en tout cas à un niveau d'engagement périn dans le temps
de la part de vos collaborateurs. Et ce socle-là de la sensibilisation, même si on le fait étape par étape, en fait, la sensibilisation, elle se termine jamais, hein. C'est-à-dire que c'est toujours important, tous les mois, toutes les semaines, bref, peu importe le rythme, de remettre des piqûres de sensibilisation. Il ne suffit pas de faire une fois la fresque du climat pour se dire « Ok, j'ai sensibilisé mes collaborateurs, maintenant je veux qu'ils mettent en place des éco-gestes ». Non, malheureusement, ça ne marche pas comme ça. La fresque du climat, c'est un super outil qui va faire un effet coup de poing à un instant T, mais il faut que ce soit suivi de rappels, de sensibilisation tout au long de l'année pour toujours redonner du relief aux engagements qui sont demandés aux collaborateurs. Voilà un peu sur cette partie plutôt pédagogique et pallier aux différents biais culturels. Il nous reste 3-4 minutes. J'ai vu une question tout à l'heure que j'ai trouvé intéressante à te poser, Heidi. Je ne sais pas si tu l'as vue. Où c'est une personne qui nous demandait « Devrions-nous avoir peur des risques biologiques liés aux glaciers qui fondent, notamment les virus ?» C'est vrai que c'est une super question et c'est un sujet dont on parle trop peu, je trouve, en fait, les impacts du changement climatique sur la santé humaine. Et si on colle à cette très bonne question, c'est vrai qu'aujourd'hui, on sait que la perte des glaciers, surtout le dégel du permafrost, qui dégèle de plus en plus en profondeur, peut tout à fait exposer, en tout cas à l'ère actuelle, des virus, des bactéries, des microbes. Et ça, c'est un sujet qui est très étudié aujourd'hui. On sait notamment qu'en Sibérie, il y a quelques années maintenant, il y a la bactérie de l'anthrax qui était ressortie du permafrost et qui avait justement affecté une petite communauté humaine qui était vraiment loin de tout. Donc c'est un sujet qui est pris extrêmement au sérieux, mais ce qui est très clair aussi, alors pour avoir échangé avec des biologistes, vu que la biologie n'est quand même pas mon sujet d'expertise, ils m'ont quand même expliqué que toutes ces virus, ces bactéries étaient designées pour attaquer en quelque sorte, pour cibler la faune de la période des âges de glace. Donc pas tant les humains actuels. Donc il ne faut pas s'attendre non plus à une attaque, à une apocalypse de zombies en 2025. Mais c'est sûr que c'est un sujet qu'on surveille. Mais pour moi, ce qui m'inquiète beaucoup plus que je pense que juste le dégel du permafrost et la possibilité de microbes, de bactéries, c'est qu'en fait, une région comme l'Arctique, ou du moins les glaces en général, c'est un peu des congélateurs à pollution. En fait, dès qu'on brûle les énergies fossiles, que ce soit en Europe, en Asie ou en Amérique, ça émet notamment du mercure. Et ce mercure, on sait, il se fait entraîner par les courants, il se fait entraîner par les vents. Et là, depuis le début de l'ère industrielle, les glaces ont accumulé des quantités de pollution absolument gigantesques qui augmentent évidemment d'année en année. Et là, le souci, c'est qu'en dégelant, donc le permafrost, la banquise, les glaciers, les calottes polaires, on voit que cette pollution est redistribuée dans les écosystèmes. Et malheureusement, réalisons bien qu'il y a 7 millions d'habitants dans l'Arctique, donc ces habitants qui se nourrissent principalement de ce qu'il y a autour d'eux risquent d'être dramatiquement affectés. Donc oui, le changement climatique, c'est aussi un sujet de santé humaine, santé physique et santé mentale, ça c'est sûr. Très bonne question, merci. Super. Écoutez, si vous avez d'autres questions, c'est le moment ou jamais de les poser. En tout cas, je pense qu'on a balayé. Alors bien sûr, on n'est pas rentré dans le fond de tous les sujets, mais je pense qu'on a donné une bonne overview de la thématique. Vous allez recevoir toutes les personnes présentes là, donc je crois qu'on est monté à une petite centaine de personnes, donc c'est très chouette. Vous allez recevoir le replay. Le replay sera à votre disposition si vous souhaitez le faire suivre dans vos entreprises ou en tout cas continuer à faire vivre cet événement. Est-ce que Heidi, Alexandra, vous avez un petit mot de la fin, en attendant que les gens posent potentiellement leur dernière question? Et sinon, il est 12h31, je pense qu'on pourra s'arrêter là. Ouais, mais je souhaitais une belle journée de la Terre à tout le monde. Évidemment, ça devrait être tous les jours la journée de la Terre, mais c'est important de célébrer ces occasions pour se rappeler à quel point on a de la chance d'être sur quand même la meilleure planète de l'univers. Donc faisons en sorte de la laisser en pas si mauvais état que ça aux générations futures. Et merci à tous et à tous de nous avoir suivis aujourd'hui. Merci Heidi. Écoutez, moi, pareil, je ne pourrais pas dire mieux que ce que vient de dire Heidi. Je suis complètement d'accord avec ça. Donc, je suis ravie d'avoir vu le nombre de personnes qui étaient intéressées et présentes aujourd'hui.
Donc voilà, merci à vous et merci Anthony pour cette organisation en lien avec ton équipe. Voilà. Eh ben, écoutez, pareil, merci à toutes les deux. C'est vraiment chouette de pouvoir faire ça ensemble. Je suis très content d'avoir pu pousser aussi ces modules que maintenant on distribue, on commence à mettre en place chez nos clients. Donc, c'est très chouette. Merci à tous ceux qui étaient présents aujourd'hui de continuer à nous suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux là, à venir sur nos webinaires et quelles que soient les thématiques. Donc, c'est super important et ça montre que le sujet reste malgré le contexte, on va dire, géopolitique, etc. Le sujet reste au cœur des préoccupations des entreprises et ça, c'est chouette et il faut qu'on le garde. C'est ce qui fera notre force, je pense. En tout cas, à la France, on a cette chance-là, donc gardons ça. Merci à toutes et à tous. Merci Heidi, merci Alexandra, merci Alban dans les backstage pour l'organisation et au plaisir de se revoir sur un prochain webinaire. À très vite. À Ciao, très ciao, vite, au merci revoir. tout le monde.